Bienvenue dans le chapitre 2, donc l'éducation thérapeutique approfondie, la gestion des attentes réalistes et accompagnement holistique face aux défis psychosociaux. En fait, l'éducation thérapeutique est donc un processus dynamique, structuré et continu qui vise non seulement à informer, mais surtout à autonomiser et à impliquer activement le patient et son entourage dans la gestion de de sa maladie chronique. Pour le SDRC, cette éducation doit être particulièrement approfondie et personnalisée, reconnaissant la spécificité de chaque parcours. Il s'agit de fournir en fait des informations exhaustives sur tous les aspects de la maladie en démystifiant ses mécanismes, expliqués de manière simple, sans jargon médical, clair et didactique, en évitant tout terme qui pourrait être anxiogène ou mal interprété, en décrivant en détail ces multiples manifestations cliniques, en reliant les symptômes aux dysfonctionnements sous-jacents et en présentant de manière compréhensible toutes les options de traitement disponibles, qu'elles soient pharmacologiques, physiques, kinésithérapie, ergothérapie, psychologie, les troubles cognitifs pour les TCC, ou alors l'hypnose. L'hypnose marche très bien. Ou complémentaires comme l'aromathérapie ou la vitamine C, dont vous avez mentionné la vitamine C, pardon. L'aromathérapie fonctionne, mais il faut faire attention aux contre-indications hein, par rapport aux traitements qu'ils prennent, aux antécédents médicaux qu'ils ont. La vitamine C, il faut savoir, on ne sait pas très bien pourquoi, mais la vitamine C fonctionne très bien sur, sur les patients atteints de SDRC. Beaucoup de patients dont je fais partie, j'arrivais à calmer mes douleurs grâce à la vitamine C. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui est qui marche très bien. Et d'ailleurs, dans certains hôpitaux et même cliniques, selon les interventions, le patient, avant d'aller se faire opérer, part avec une perfusion de vitamine C. Parce qu'on s'est aperçu, il y a eu des études là-dessus, entre les patients qui partent avec la vitamine C et les autres sans vitamine C. Pour des patients qui allaient se faire opérer exactement de la même chose, c'était du canal carpien. Et ben, on s'est rendu compte que ceux qui avaient eu la vitamine C ont fait 2 fois moins de SDRC que l'autre groupe. Donc, c'est pour ça que la vitamine C est quand même très importante. L'utilisation d'un langage accessible, donc la suppression du jargon médical et la vérification constante de la compréhension du patient par des questions ouvertes sont primordiales pour garantir que l'information est non seulement reçue, mais aussi assimilée. C'est aussi important. Le patient peut recevoir, mais s'il assimile pas, ça ne servira à rien. Intégré et utile pour sa vie quotidienne. Encourager activement le patient à devenir un acteur principal et éclairé de sa propre prise en charge en lui donnant en fait des outils concrets pour reconnaître les signes d'alerte d'une poussée. Gérer les crises douloureuses aiguës, adapter à son environnement et son mode de vie pour optimiser son bien-être et sa fonctionnalité au quotidien. À savoir ce qui est important aussi, comme je l'ai expliqué dans un chapitre, euh, un jour, on peut aller très bien, on peut marcher pendant quelques temps si on a le SDRC au membre inférieur. Le lendemain, on pourra plus rien faire. C'est la maladie qui est comme ça. On peut très bien aussi être bien à 14 heures, on est super bien et tout. 14h05, bingo, les douleurs sont là. Donc là, c'est impossible. On ne peut plus rien faire. Donc vraiment, il faut expliquer tout ça aux patients. Et c'est normal. La maladie, elle est comme ça. C'est pas parce qu'un jour, il a fait 500 mètres, le lendemain, il fait plus qu'un mètre que ça veut dire que la maladie prend de l'ampleur. Non, pas du tout. La maladie est comme ça, un jour avec, un jour sans, comme beaucoup de pathologies et tout. Donc l'implication de l'entourage proche est également vitale, hein, car le SDRC impacte en fait toute la famille. Hein. Donc informer aussi les proches sur la maladie, leur rôle de soutien. Alors rôle de soutien, ce n'est pas faire à leur place, c'est expliquer à la famille que le patient il peut faire certaines choses. Même, on est là, la famille est là pour l'accompagner. Et si vraiment ça devient trop dur pour le patient, donc là, oui, on l'aide, mais mais pas dès le départ. On n'est pas là à se dire, ouh là là, tu vas avoir mal si tu marches trop, ou si tu prends ce verre, tu vas avoir mal et tout. Hop, je te le donne. Non.
Il faut que le patient essaye d'abord par lui-même. Le soutien et les ressources disponibles pour mieux permettre de comprendre la situation et d'accompagner le patient de manière plus efficace, plus empathique et moins épuisante. Parce qu'il faut savoir que le SDRC épuise autant les accompagnants que le patient lui-même, voire aussi les soignants. Parallèlement à cette éducation exhaustive, la gestion des attentes est un aspect crucial qui doit être abordé avec une honnêteté bienveillante et beaucoup de finesse. Demander au patient quels sont ses objectifs. Qu'est-ce que, si par exemple la maladie dure depuis longtemps et qui faisait par exemple un travail manuel, peut-être commencer à y soumettre. Est-ce qu'il a des idées pour sa reconversion professionnelle, des choses comme ça. Donc ça, il faut commencer à en parler quand même assez tôt. Même s'il n'y aura pas de reconversion, que tout va, parce qu'on peut très bien s'en sortir du SDRC et n'avoir aucune séquelle. Et malheureusement, il y a beaucoup de patients que le SDRC se termine, mais ils ont des séquelles à vie. Donc, la nature chronique, imprévisible et souvent fluctuante du SDRC rend indispensable une discussion ouverte et transparente sur les objectifs réalistes du traitement. Il est important d'expliquer aux patients que la guérison complète n'est pas toujours l'issue la plus probable pour tous, mais que l'amélioration significative de la qualité de vie, la diminution de l'intensité de la douleur à des niveaux gérables et l'augmentation de la fonctionnalité sont des objectifs tout à fait atteignables. On peut s'en sortir et ne plus avoir de douleur. Alors après, il y a des douleurs persistantes, un petit peu. C'est des douleurs résiduelles qui restent là. Et il faut faire avec. Moi, je sais par rapport, pas au genou, mais par rapport à ma cheville, j'ai des douleurs résiduelles alors que ça date depuis 2004. Donc ça, oui, on peut en avoir. On peut avoir. Alors moi, j'ai pas de séquelles. J'ai récupéré, que ce soit au niveau de la cheville ou du genou, qui étaient tous les deux étaient complètement bloqués. Je pensais même que le genou, je ne le récupérerais jamais. J'ai récupéré mon genou, mais voilà, j'ai quand même des séquelles. Style, ça m'a quand même donné de l'arthrose et le fait de m'être tenue très mal pendant très longtemps, j'ai d'énormes douleurs au niveau du dos. Mais rien à voir avec les douleurs du SDRC. La transparence sur les hauts et les bas possibles du parcours de soins, sur les plateaux et les régressions temporaires, aide le patient à se préparer mentalement et émotionnellement aux défis à venir, évitant ainsi la déception et le découragement. C'est important. Les patients avec le SDRC se découragent très très facilement. Donc c'est pour ça que c'est important de tout lui expliquer et de dire que c'est la maladie qui est comme ça, qu'on n'y peut rien. Une relation de confiance durable et profonde donc se construit également sur cette honnêteté et le respect mutuel des limites et des possibilités. Enfin, il faut voir aussi un accompagnement holistique, qui est absolument indispensable pour adresser les conséquences psychologiques, sociales et émotionnelles dévastatrices du SDRC. Cette maladie peut malheureusement entraîner une stigmatisation significative, des préjugés et un isolement social prononcé pour les patients. Plus on souffre, moins on a envie de sortir et moins on a envie de voir du monde. Plus on a l'impression qu'on ne nous croit pas et plus on reste chez soi. Donc l'isolement du patient avec le SDRC existe énormément. Ils peuvent se retirer de leurs activités sociales et professionnelles par honte, par incompréhension de leur entourage, par épuisement face à la douleur constante, ou simplement par la difficulté physique de gérer leurs symptômes en public. Votre rôle de soignant, donc, est alors double et essentiel. D'abord, reconnaître ces difficultés, les valider et en parler ouvertement avec le patient pour briser le silence, la honte et le sentiment d'isolement. Ensuite, proposer des solutions concrètes et adaptées, orientées vers des groupes de solutions spécifiques au SDRC, des associations de patients ou des thérapies psychologiques adaptées, comme la thérapie cognito-comportementale pour la gestion de la douleur ou des thérapies basées sur la pleine conscience. Peut considérablement aider à briser cet isolement, à renforcer les mécanismes d'adaptation et à retrouver un sentiment d'appartenance et de soutien. Mettre aussi en avant des témoignages de résilience, des stratégies d'adaptation réussies et les parcours positifs d'autres patients peut également être une source d'inspiration et d'espoir inestimable.
Donc, faites intervenir des patients ressources sur le SDRC. Ils verront, ces patients verront que d'autres s'en sont sortis, qui vont mieux. Ils vont pouvoir expliquer leur parcours. La communication dans toutes ses dimensions, de l'écoute active à l'orientation vers le soutien social et psychologique, est un outil thérapeutique, puissant et multidimensionnel qui favorise l'adhésion du patient aux soins. Réduit sa détresse psychologique, renforce son autonomie et améliore considérablement sa qualité de vie globale et son intégration sociale. Voilà, c'est terminé pour le chapitre 2 du module 3. Nous nous reverrons pour le module 4.